Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. On a déjà eu l'occasion de le dire ici, l'un des nombreux dommages collatéraux à cette interminable crise sanitaire concerne une autre pandémie, bien plus longue. Si longue que certains d'entre nous, et je m'inclus dedans, sont nés et ont vécu toute leur vie avec en toile de fond la menace qu'elle fait peser sur notre santé. Je veux évidemment parler du sida qui depuis 40 ans continue de faire des victimes et nécessite une attention qu'hélas une situation comme celle que nous connaissons depuis un an a tendance à diminuer. D'où l'importance de continuer à en parler, d'autant plus que ce week-end, du 26 au 28 mars, se tient le SIDAction, 3 jours de mobilisation et de collecte de dons plus que jamais nécessaires en ce moment. Pour donner, c'est par téléphone au 110 ou sur le site sidaction.org. Au cœur de la première vague, l'an dernier, nous étions revenus sur une séquence très particulière de la lutte contre le sida. Le fiasco d'un médicament présenté bien trop rapidement comme miraculeux, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres molécules récemment érigées en illusoire voie de recours. Ce médicament, il s'appelait la cyclosporine. On lui avait consacré un épisode que je vous propose de réécouter. Bienvenue dans Programme B. Notre invité à l'époque pour en parler, c'était Laurent-Henri Vigneault. Il est historien des sciences, il est déjà intervenu dans ce podcast pour parler d'une de ses spécialités, les mouvements anti-vaccination, auxquels il a consacré un livre, Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, co-signé avec Françoise Salvadori aux éditions Vendémiaire. Pour l'histoire qui nous intéresse là tout de suite, j'avais commencé par lui demander de nous rappeler dans quel contexte on se trouvait. Bon, déjà, il faut rappeler que le virus du sida a été identifié peu de temps auparavant, au début des années 80, que la maladie est encore relativement mystérieuse. On sait à peu près ce qui se passe, mais on ne sait pas bien comment ça se passe. Et bien sûr, on est dans un inconnu total en ce qui concerne les médicaments qui peuvent aller contre cette maladie. De fait, la situation est comparable avec aujourd'hui. On est encore en 85, puisque l'affaire de la cyclosporine, c'est 85. On est encore dans cet état qu'une historienne des sciences a qualifié récemment de degré zéro de l'empirisme. C'est-à-dire, en fait, on ne connaît pas bien les faits, on cherche à établir les faits, et à partir de là, il y a multiples possibilités, si vous voulez, tout le champ des possibilités est très très large, et c'est ce qui permet aussi certains dérapages. Et justement, alors parlons de ce dérapage très particulier qui est l'affaire de la cyclosporine. Qu'est-ce qui se passe en 85 autour de cette molécule particulière ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce qui se passe, c'est une conférence de presse. Donc ça, c'est assez étrange, parce qu'en réalité, ce sont 3 médecins, des cliniciens de l'hôpital Laennec, qui décident, avec l'encouragement de la ministre des Affaires sociales, qui est Georgina Dufoy, de donner une conférence de presse à la fin du mois d'octobre 1985, conférence de presse au cours de laquelle ils annoncent qu'ils ont découvert un médicament efficace qui serait, très prometteur, disons, contre le sida. Ce médicament est connu, c'est la cyclosporine, que toutes les personnes qui sont greffées, par exemple, connaissent, puisque c'est un immunosuppresseur. C'est d'ailleurs aussi une des dimensions de cette affaire, c'est que le coup est spectaculaire. On communique directement à la presse et on communique avec un résultat étonnant. Parce que d'une part, ces 3 médecins, donc, qui sont un pneumologue, Philippe Even, un cancérologue, Jean-Marie Andrieux, et un immunologue, Alain Venet, de la Laennec, disent on utilise un immunosuppresseur pour traiter une maladie qui se caractérise par une baisse des défenses immunitaires. Donc justement, le virus du sida, plutôt l'HIV, il s'attaque au système immunitaire. Donc la découverte est en soi elle-même paradoxale. Voilà. Et donc l'objet du communiqué de presse, en tout cas de la conférence, est de dire que au cours de la semaine, ou des semaines qui ont précédé, 2 malades seulement d'ailleurs, mais ont été traités avec des résultats encourageants. Voilà l'objectif de la conférence de presse du 29 octobre 1985. Sur le coup, c'est accueilli comment cette annonce ? C'est vu comme le tournant de cette crise qui est en train de connaître le monde entier ?
Alors là, il se joue quelque chose que les historiens des sciences connaissent bien, qui est parfois difficile à expliquer, je dirais, aux personnes qui n'ont pas cette culture, et même en partie aussi au grand public, voire aux politiques, c'est que savoir et pouvoir, c'est la même chose. Et donc, la conférence de presse, elle s'inscrit dans un contexte national et international qui est très particulier, au sens où, vous le savez sans doute, depuis l'origine des travaux sur le virus du sida, il y a une concurrence entre différents laboratoires de recherche, et donc il y a aussi une controverse autour de la primauté de la découverte du virus par des équipes françaises et américaines. Donc, dès lors que ces trois médecins-là, avec le soutien du ministre des Affaires sociales, et j'insiste sur ce point, Georgina Dufoy, pour ne pas la nommer, qui n'avertit même pas son collègue qui était ministre de la Santé. Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, n'est même pas averti de cette conférence. Propose donc un scoop qui est immédiatement relayé par la presse, et je pense que le titre de ce point de vue-là le plus significatif, ou qui dit quelque chose, c'est le titre de France Soir, qui le lendemain de la conférence de presse titre « Nouveau succès français ». Donc l'événement est présenté au départ avec beaucoup d'enthousiasme et avec une dose de chauvinisme, ou en tout cas de revendication nationale. Les Français vont être ceux qui vont mettre fin à l'épidémie de sida grâce à leurs grandes compétences, etc. Et à leurs ministres tout aussi compétents. Ces trois médecins français, le professeur Philippe Even, le docteur Jean-Marie Andrieux et le docteur Alain Venet, ont peut-être ouvert une nouvelle voie dans le traitement du sida, tout simplement en cherchant dans une autre direction. Au lieu d'agir sur le virus du sida, ils ont agi sur les cellules malades. Du côté du corps médical, comment s'est accueillie cette annonce, surtout étant donné le protocole et le faible nombre de patients concernés et la faiblesse même scientifique de ce qui est annoncé? Alors il y a deux groupes en fait. Ces deux groupes, on les retrouve un petit peu aujourd'hui d'ailleurs dans la controverse autour de l'hydroxychloroquine. Les trois médecins qui font la conférence de presse, ce sont ce qu'on appelle des cliniciens. Ce sont des chefs de service. Donc ce sont des gens qu'on pourrait qualifier de personnes compétentes de terrain. Voilà. Et c'est au nom de cette expérience de terrain, d'ailleurs il faut bien souligner que ces trois-là n'étaient pas des chercheurs spécialisés sur la question du sida, ce sont des cliniciens. Or il se trouve que comme le sida, et on l'a dit tout à l'heure, est une maladie qui qui détruit le système immunitaire, vous allez avoir derrière ça des infections pulmonaires, vous allez avoir des problèmes divers que les cliniciens sont amenés à traiter. Donc c'est normal que les cliniciens s'intéressent au sida, bien sûr, puisqu'en fait ils voient débouler dans leur service, vous voyez, des gens qui sont atteints de maladies qu'ils connaissent, mais qui sont en fait produites par le phénomène du sida. Mais ce sont pas des chercheurs qui ont travaillé sur le sida. Et en phase 2, on pourrait dire, il y a des chercheurs biologistes, il y a, le mot est moche, mais enfin ce qu'on pourrait appeler des sidologues, des spécialistes du HIV et de la maladie du sida, qui travaillent sur des protocoles qui respectent les règles méthodologiques habituelles et qui sont, pour la plupart, très étonnés de cette communication via la presse avec une étude qui porte sur 2 malades, sur une période de temps qui ne dépasse pas la semaine. Et d'ailleurs, l'affaire va se dégonfler assez rapidement, puisque dans les semaines qui vont suivre cette déclaration tonitruante, les 2 malades en question vont mourir. Donc là, ça va régler l'affaire, je dirais, de manière radicale et triste. Quelles conséquences ça a eu pour les 3 médecins qui étaient en première ligne, pour le coup, de cette conférence de presse? Comment ils s'en sont expliqués de cet emballement et de cet échec par la suite? Alors, d'un côté, par exemple, Jean-Marie Andrieux, donc un des 3, explique dans une interview, je cite... Compte tenu, si vous voulez, de la force de notre hypothèse, on a pensé que éthiquement, et c'est un truc très profond si vous voulez, éthiquement, on ne pouvait pas
continuer, si vous voulez, à garder un secret pour marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituelle qui consiste à faire expérimentation, reproductibilité sur un grand nombre de patients, puis publication. Donc ces chercheurs, ces médecins se placent du côté de la clinique. Nous, on a des patients, c'est notre devoir d'essayer de tout faire pour les sauver. Et d'autre part, ils se placent du côté de l'éthique. C'est-à-dire que à partir du moment où ils pensent qu'ils ont une solution, il faut qu'ils la testent sans s'embarrasser des règles méthodologiques habituelles. Dans une lettre, dans un texte que Philippe Even a fait publier après la mort des deux patients, il a dit qu'il assumait entièrement la responsabilité de la communication. Une chose qui est à noter aussi concernant ce docteur, c'est qu'il a poursuivi sa carrière. Donc ça, c'est une chose qu'on a connue aussi dans l'histoire de la médecine. Hein, c'est que un certain nombre de médecins qui se comportent de manière, disons, parfois un peu légère avec la déontologie, ça ne brise pas forcément leur carrière, ça la facilite pas non plus. Mais ils repartent pas à zéro. Et donc ce médecin-là, il a poursuivi sa carrière évidemment de docteur, ce qui d'ailleurs n'est pas un problème, puisqu'il doit certainement être un très bon pneumologue. S'il en est arrivé là, c'est qu'il l'est. Mais ce qui est un peu plus étrange, c'est que quelques années plus tard, il a fait paraître, avec Bernard Debré, un ouvrage qui est devenu un best-seller, qui s'appelle donc Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles et dangereux. Et ce livre, qui a été un très très grand succès de librairie, a fait également polémique parce que il classait parmi les médicaments inutiles ou dangereux des choses comme les statines, par exemple, qui sont utilisées pour contrôler les allergies. Et un certain nombre de médecins se sont insurgés contre ces déclarations péremptoires. Donc, je dirais persiste et signe, hein, d'une certaine façon, et en même temps, avec un succès à la clé, enfin un succès d'édition en tout cas. Vous voyez, donc, il va bien, je crois, Philippe Even. Il s'en sort pas mal. Voilà, je vous ai dit pour Georgina Dufoy, c'est moins vrai. Ce qui frappe avec cette histoire, cet exemple de la cyclosporine, c'est évidemment, on l'a dit, les parallèles avec certains des aspects de la crise qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est un trait récurrent dans l'histoire de la médecine, ces emballements autour d'une solution miracle, d'un médicament qui réglerait tout? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu systématiquement? Alors, on va distinguer deux choses. D'abord, il y a les contextes, ce qu'on pourrait appeler des contextes épidémiques. Et dans les contextes épidémiques, il y a un certain nombre de récurrences, parmi lesquelles on trouve la recherche d'un bouc émissaire. Alors maintenant, la version laïcisée ou rendue plus soft du bouc émissaire, au Moyen-Âge, on poursuivit les Juifs. Aujourd'hui, on traque le patient zéro. Bon. Avec pas l'intention de le mettre sur le bûcher, mais voilà, il y a cette... Épidémiologiquement, la notion de patient zéro est une notion très contestable. C'est quelque chose qui est à prendre avec des pincettes. Bon. Donc il y a des constantes. Parmi ces constantes, pratiquement dans toutes les grandes épidémies que les hommes ont connues, et en tout cas dans les époques du passé le plus récent, on va dire, c'est-à-dire 18e, 19e, 20e, il y a toujours eu un moment où un bonhomme s'est levé avec une fiole dans la main en disant « j'ai le remède miracle ». Voilà. Donc au moment des épidémies de choléra, il y a un emballement autour de ce qu'on appelle le sublimé corrosif, qui est un mélange de mercure et de sel marin, et qui est censé être un antiseptique souverain pour détruire le choléra. Manque de chance, le choléra, c'est une maladie qui se transmet par l'eau corrompue, si vous voulez, par l'eau infectée, et donc le sublimé corrosif, qui est un produit
qu'on vaporise dans l'air n'est d'absolument aucune utilité. Mais vous avez des papiers entiers, à la fin du 19e siècle, vous avez des hommes politiques, des papiers entiers, des médecins qui s'engagent derrière le sublimé corrosif en disant que c'est une solution. Dans le même ordre d'idées, je me souviens avoir travaillé sur une épidémie de variole qui touchait le Québec dans les années 1880, et là, le remède qui était conseillé, c'était une bière de marque Labatt. Donc ça, c'est la situation historique commune, je dirais. C'est des situations de crise dans lesquelles il y a beaucoup d'espérance, et cette espérance, elle est favorable à l'émergence d'un gourou, d'un charlatan qui va tenter, ou même d'ailleurs d'un emballement des institutions, des politiques qui vont essayer de dire à un moment on a la solution. Maintenant, le contexte particulier que nous vivons, qui était le cas pour la cyclosporine et qui est peut-être aussi le cas de l'hydroxychloroquine, c'est un contexte un peu plus spécialisé, un peu plus circonscrit, qui est la guerre éternelle entre d'un côté les praticiens qui pensent que leur fonction déontologique première, c'est de sauver par tous les moyens, et de l'autre côté des biologistes qui pensent que leur fonction déontologique première, c'est de chercher des pistes fiables en appliquant une méthode mathématique implacable. Donc d'un côté la pratique, de l'autre côté la statistique. Et depuis le milieu du 19e siècle, cette confrontation est permanente. Pendant très longtemps, ça a été deux groupes complètement séparés. Par exemple, à l'époque de Pasteur, les praticiens sont très hostiles à cette médecine chimique, ils accusent Pasteur d'être un chimiste, ce qui est vrai, et pas un médecin. Il y a le thème aussi de la microbiolatrie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles qu'on nous invente, tous les jours on nous invente une nouvelle, nous ça fait des années qu'on soigne nos patients, on n'a pas besoin de tous ces microbes pour comprendre les maladies, etc. Donc vous voyez, deux groupes hermétiques et hostiles. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça la situation. C'est-à-dire que ces médecins de la cyclosporine, ils se plaçaient bien dans une optique où le praticien doit faire usage de certaines substances qu'il doit appliquer aux patients en respectant certains protocoles pour essayer de trouver des solutions. Le clivage, il se situe de manière plus réduite, si on peut dire, au niveau de ce que Philippe Even a appelé la déontologie de l'urgence. Et là aussi, ça fait écho avec ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais bien, en fait le discours est le suivant, je sais bien que pour tester un médicament pour de vrai, il faudrait faire comme ci ou comme ça. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. Donc moi j'ai des patients, ils meurent, j'ai une idée, je l'applique. Voilà. Donc c'est là-dessus que se situe aujourd'hui le clivage, avec l'argument de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette démarche, qui disent mais si on fait ça, on obtient des résultats qui sont illisibles. Et en fait le débat éthique il est là. Est-ce qu'on peut faire des annonces tonitruantes en prenant compte en se disant bon bah si ça marche pas c'est pas grave, les gens ils auront cru, mais si ça avait marché ils l'auront su très tôt, ou bien est-ce qu'on dit c'est pas possible de communiquer sur des résultats non stables parce que ça crée des attentes dans l'opinion qui ensuite sont frustrées et ça crée des dégâts aussi sur la crédibilité de la parole scientifique. Voilà. Si on se met à annoncer toutes les semaines qu'on a le remède miracle, on va finir par se lasser. Et on risque malheureusement de se lasser, y compris des scientifiques qui travaillent sérieusement. C'est un peu ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que d'ailleurs, dans les pistes qui sont définies, qui paraissent plus solides que l'hydroxychloroquine, personne ne les écoute. Pour mes propres études, ayant travaillé sur les antivax, je vois bien leur attitude, qui était globalement favorable aux expériences autour de l'hydroxychloroquine. Quand on leur parle de tel ou tel antiviral ou de tel vaccin, évidemment, ils montent sur leurs grands chevaux en disant « bah oui, mais voilà, tout ça c'est du bluff ». Et donc il y a une méfiance généralisée qui s'instaure. Et cette méfiance généralisée, elle est aussi induite par le fait qu'on a communiqué trop tôt
sur un médicament qui n'est peut-être pas la solution miracle. Et pour en revenir à l'épidémie de sida, je le rappelle, si vous voulez faire un don au SIDAction, qui en a plus que jamais besoin cette année, c'est par téléphone au 110 ou sur le site sidaction.org. Merci à Laurent-Henri Vigneault pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.